Nous sommes accueillis ici au Conseil permanent de la comptabilité au Congo par le secrétaire général Mbouyamba. Avec lui, nous allons passer 40 minutes d'interrogation. Il va nous expliquer qu'est-ce que les systèmes comptables applicables aux entités à but non lucratif. Nous allons trouver des réponses dans ces magazines aujourd'hui. Je m'en vais rapidement vous présenter notre invité du jour. Il s'agit de CG William Mbouyamba, professeur des universités. Bienvenue. Merci. Le Conseil permanent de la comptabilité au Congo, donc CPCC en sigle, c'est un organe technique du gouvernement en matière de comptabilité. Le CPCC est sous tutelle du ministre des Finances. Le CPCC participe à la formation même des professionnels comptables, experts comptables. Sur le nombre des états financiers à déposer par rapport au projet, combien d'états financiers par rapport au projet? Est-ce qu'il faut consolider ou bien il faut présenter autant des états financiers par projet? Je suis au niveau des projets de développement. Dans notre idée, c'est plus de transparence, que chaque projet doit devoir présenter ses propres états financiers. La tendance était de laisser d'abord les entités, comme c'est le tout début, de pouvoir consolider. Alors, qu'en est-il de la certification? Est-ce que c'est obligatoire pour toute entité ou il y a des minima, il y a des seuils? Les seuils sont fixés pour devoir nommer un auditeur externe. Les référentiels CCBNL donnent 3 conditions, disons 3 critères. Dès que l'entité satisfait à un seul de ces 3 critères là-bas, elle est dans l'obligation justement de nommer un commissaire. Lorsque nous parlons des entités, j'aimerais citer un peu, donner les exemples, c'est-à-dire les effectifs dont nous sommes en train de parler, les membres dans les entités, il s'agit des partis politiques. C'est de ça que nous sommes en train de parler, des ONG, des fondations, des ASBEL. L'obligation qui incombe à toutes ces entités que nous sommes en train de citer ici pour présenter les états financiers selon les normes que le secrétaire général, qui est le numéro 1 du Conseil permanent de la comptabilité, président des partis politiques, il faut prendre des dispositions, fondateur des églises, il faut prendre des dispositions. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre magazine de sensibilisation au civisme fiscal et de la pédagogie comptable. Le seul et l'unique rendez-vous des opérateurs économiques, entrepreneurs, avocats, magistrats, médecins, pasteurs, chefs de partis politiques. Chacun de nous trouve son compte dans ces magazines avec une information fiscale fiable, fouinée et bien traitée. Et surtout que cette information est transmise avec un ton pédagogique utilisé par nous-mêmes et par nos invités dans le but de ramener les entités, les entreprises à se conformer aux normes. Aujourd'hui, nous sommes au Conseil permanent de la comptabilité au Congo. Nous allons vous amener pour la première fois une nouveauté que je vous avais promis. Nous allons nous interroger sur une matière très rare, sur une nouveauté. En ce qui concerne le domaine de la comptabilité, il s'agit des CCBNL. Nous allons définir calmement, pédagogiquement avec l'invité. Nous sommes accueillis ici au Conseil permanent de la comptabilité au Congo par le secrétaire général Mbouyamba. Avec lui, nous allons passer 40 minutes d'interrogation. Il va nous expliquer en long et à large pour que chacun de nous puisse retenir quelque chose en termes des obligations. Qu'est-ce que les systèmes comptables applicables aux entités à but non lucratif? Nous allons trouver des réponses dans ces magazines aujourd'hui. Pour ne pas monopoliser la parole, je m'en vais rapidement vous présenter notre invité du jour. Il s'agit de CG William Mbouyamba, professeur des universités. Bienvenue. Merci. Merci beaucoup, monsieur le professeur, de nous avoir accueillis dans votre bureau personnel. Merci. Un accueil très chaleureux pour éduquer, sensibiliser les contribuables. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des CCBNL, mais d'entrée de jeu, nous voudrions, les contribuables congolais, voulaient aussi comprendre, saisir le cadre, l'institution qui nous accueille aujourd'hui. Dans quelques minutes, de manière sommaire, on ne va pas approfondir, peut-être on aura l'occasion prochainement. Parlez-nous un peu du CPCC, son historique.
cadre juridique et je combine même ces missions rapidement. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Et comme vous l'avez si bien précisé, le Conseil permanent de la comptabilité au Congo, donc CPCC en sigle, c'est un organe technique du gouvernement en matière de comptabilité. Donc le CPCC a été créé en 1975 par une ordonnance, l'ordonnance 75/024 du 3 février 1975. Et le CPCC est sous tutelle du ministre des Finances. Actuellement, vous le savez, c'est son Excellence Doudou Fwamba Likundaï. Alors, le CPCC a les missions suivantes. La gestion du système comptable en République démocratique du Congo, de l'organisation et fonctionnement de la Centrale nationale des bilans, et 3, la diffusion exclusive des imprimés des valeurs, des imprimés des états financiers, notamment les bilans et les comptes de résultats. Donc, on appelle ça l'IAS des états financiers. Alors, ce sont là les missions du Conseil permanent de la comptabilité au Congo en tant qu'organe d'avis, n'est-ce pas, en matière comptable. Le CPCC s'est vu aussi octroyer la mission, confier la mission de participer dans tous les programmes et recherches qui touchent à la comptabilité. Le CPCC participe à la formation même des professionnels comptables, experts comptables, et même au niveau scolaire, le CPCC contribue à la formation, n'est-ce pas, en matière de la comptabilité et de la vulgarisation. C'est comme ça qu'il y a même un comité de pilotage pour la vulgarisation, n'est-ce pas, du système comptable, les référentiels comptables utilisés. Actuellement, d'ailleurs, comme vous le savez, nous sommes dans l'espace OADA. Oui. À la création, on était dans la normalisation comptable nationale. Maintenant, nous sommes dans la normalisation comptable régionale, donc dans l'espace OADA. C'est à ce titre que, actuellement, le secrétaire général que je suis prend part aux réunions de la CNPC OADA, c'est-à-dire la commission pour la normalisation de la profession comptable. Okay. Et c'est dans ce cadre-là que la normalisation se fait actuellement, donc dans un cadre purement régional. Je suis tenté de creuser encore, mais le temps nous fait défaut parce que lorsque vous nous parlez des centrales de bilan, vous nous parlez de la gestion des normes comptables, ainsi de suite, ça c'est une émission pédagogique. Oui. Peut-être on aura l'occasion de revenir sur ces points-là calmement. Oui. Mais je m'en vais rapidement vous demander la question en ce qui concerne les animateurs. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu quels sont les animateurs qui se sont succédés depuis la création du CPCC et leur point commun? C'est à quel niveau, au niveau du CPCC? Dans la gestion même courante, dans l'accomplissement des missions confiées au CPCC, depuis sa création. Merci. Depuis sa création en 1975, le tout premier secrétaire général, paix à son âme, c'est l'effet professeur Kinzozi Vutukidi Ngumbi Kolibia. Donc, c'est lui qui a été l'initiateur même, non seulement du système comptable qu'on avait à l'époque, le PCGC, PCGZ. Voilà. Ouais. Et c'est lui qui fut le tout premier secrétaire général. Il fut aussi professeur d'université. Et il a dirigé le Conseil permanent de la comptabilité au Congo pendant au moins 14 ans. Donc, de 1975 jusqu'en 2000, je crois, 13 ou 14. Hein. Okay. Donc, ça faisait pratiquement 14 ans dans tous les cas. C'est 89, voilà, 14 ans, jusqu'en 1989. Et après lui, il y a Théophile Ndangui, qui est encore en vie. Il fut donc le deuxième secrétaire général. Et après lui, c'était M. Foko André, que moi j'ai succédé. Et alors, point commun, il faut dire que Kinzonzi était professeur, comme moi aussi, je suis professeur ordinaire. Et Théo Ndangui et Foko Tomena André
ce sont des anciens délirés, comme moi aussi. Je suis ancien déliré. L'IRE, c'est en Belgique, hein, Institut des réviseurs d'entreprise. À l'époque, le professeur Kinzonzi avait signé un contrat pour la formation et des experts, bien sûr, à l'Institut des réviseurs d'entreprise en Belgique. Qui devrait bénéficier des renforcements des capacités et des formations au niveau de la Belgique. Et à l'époque de Foucault que j'ai succédé aussi, il a fourni les mêmes efforts pour relancer le même contrat. C'est comme ça que moi aussi, après test, j'ai été à l'IRE en Belgique, où j'ai évolué auprès d'un cabinet international, PricewaterhouseCoopers. Mais nous avons tous obtenu un master spécialisé en révisorat et expertise comptable. Autre chose, c'est que ce soit Ndang et Kinzonzi, Foucault et moi-même, nous avons été formés par le professeur Kinzonzi. Donc, nous sommes tous donc, on peut les considérer comme l'ancêtre dans ce domaine, comme une référence. Oui, comme une référence, il faut l'avouer. En tout cas, c'est une référence. Oui. Le professeur Kinzonzi. Un doctrinaire. Il a beaucoup travaillé, surtout pour les CPCC. Oui. Et il y a même une salle qu'on a dédiée pour garder sa mémoire. Nous allons visiter la salle. Donc, voilà. Et il faut dire que ce soit Ndang Théo, Foucault Tomène André et moi-même, William Bouyamba Kalumbaï, nous avons tous été enseignés par le professeur Kinzonzi. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. Avant d'aborder le vif de notre sujet, on ne peut pas parler des animateurs sans pour autant jeter un coup d'œil de manière sommaire sur le parcours de chacun. Qu'est-ce que nous pouvons retenir des réalisations de chaque secrétaire pour ne pas peut-être remonter, mais depuis que vous êtes là, l'accomplissement des missions, parce que lorsque vous êtes nommé, il y a des missions qui vous est confiées. Un mot là-dessus rapidement avant d'entrer dans le vif de votre sujet. Si je commence avec les profs Kinzonzi, il faut dire parce que sans vous couper, vous n'allez pas me dire de la création du CPCC, vous n'aviez pas tout ça, tous ces cadres que vous avez ici. Moi, j'ai été formé ici en 2011-2012, mais quand je suis revenu en 2018, je trouve encore des bâtiments, mais parfois vous ne parlez même pas de ça. Je ne sais pas, vous avez opté pour le silence. Bon, nous sommes là pour découvrir et puis faire découvrir aussi à l'opinion qu'il y a un travail qui se fait. Alors, rapidement, je sais que c'est difficile de parler de vous-même, mais quand même, nous avons quand même besoin de connaître ce qui se passe ici. Oui, s'il faut parler de moi-même, vous comprenez que c'est un peu difficile, mais je vais tenter parce que c'est une question que vous m'adressez. Il faut avouer que moi, je suis arrivé ici en 2018, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert une nouvelle branche de formation. Nous avons une formation de spécialisation qui s'est fait le soir pour permettre à tous les professionnels intéressés de pouvoir y prendre part. Ça, c'est le soir. Et la journée, nous avons aussi initié la formation des spécialisations niveau 1 et niveau 2 pour ramener, n'est-ce pas, les parties intéressées à plus de professionnalisme, la maîtrise même voilà, des normes de la matière, des normes du domaine. Et comme vous le savez, le Conseil permanent de la comptabilité a ce que nous appelons l'autonomie financière. Parfait. Parce que nous organisons des formations, nous assistons des entreprises dans la mise en place de leur comptabilité, des manuels de procédure et toutes ces choses-là. Alors, nous avons aussi, sur cette base-là, avec des ressources d'autofinancement, effectivement construit. Il y a de salles de formation modernes et à partir de ça, nous donnons aussi cours en ligne. N'est-ce pas? Nous avons donc tous les outils nécessaires. Donc les professionnels qui n'ont pas le temps de se présenter ici à partir de leur bureau, ils peuvent suivre des formations. Même ceux qui sont en province, ailleurs, donc ils sont en ligne et c'est très apprécié par les professionnels. Et en dehors de ça, vous l'avez dit, je suis professeur, nous avons beaucoup de publications. Effectivement. Nous avons beaucoup publié pour, n'est-ce pas, informer les professionnels sur ce qui se passe, les actualisations, voilà, de manière ramassée. Nous allons revenir sur les publications, dont moi-même j'ai déjà y acheté. Il y a un ouvrage que j'aime beaucoup, c'est le conseil d'administration.
Mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes venus pour les CCBNL. Alors, rapidement, nous attaquons la matière qui nous a amenés ici. Il s'agit des CCBNL. Monsieur le professeur, secrétaire général William, qu'est-ce que nous devons retenir, les contribuables, les concernés, les entités à but lucratif, à des termes simples parce que c'est une émission pédagogique. Oui. Nous devons retenir quoi? L'essentiel en ce qui concerne les systèmes comptables applicables aux entités à but lucratif, mais aussi quelles sont les obligations qui incombent à ces entités-là? Les obligations comptables, bien sûr. Ils doivent remplir quelles obligations? On commence par la compréhension des CCBNL, mais quelles sont les obligations qui incombent aux concernés? Merci beaucoup. CCBNL, c'est les systèmes comptables des entités à but non lucratif dans l'espace OHADA. Comme vous le savez, nous sommes dans l'espace OHADA depuis 2012. Et les entités à but non lucratif, notamment les partis politiques, les églises, les ASBEL, les fondations, les ONG, les ordres professionnels, tous sont concernés, par ces systèmes comptables des entités à but non lucratif. Okay. Alors, il faut dire que ce système comptable a été voté à Niamey, dans le Conseil des ministres de ces États partis en 2022. Okay. Et publié au journal officiel de l'OHADA en 2023. Et l'entrée en vigueur, c'est à partir du 1er janvier. Donc, l'entrée en vigueur, c'est à partir du 1er janvier. Donc, aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a deux exercices comptables pour ces entités à but non lucratif, c'est-à-dire l'exercice 2024 et l'exercice 2025. Alors, quelles sont, comme vous l'avez posé, la question que vous avez posée, les obligations comptables de ces entités? ONG, fondation, parti politique. Si vous regardez même les matières, ou disons les dispositions juridiques organisant, que ce soit les partis politiques, les ASBEL, les églises, les fondations, chaque fois, il y a des dispositions claires, que ce soit l'ordonnance de 2001 ou pour les ASBEL, que ce soit l'ordonnance de 2004 pour les partis politiques. C'est clair par rapport à la présentation de la comptabilité. Justement, donc, ces entités sont censées, n'est-ce pas, tenir leur comptabilité selon les référentiels en vigueur. Et ils sont censés les divulguer, les discloser, n'est-ce pas, au niveau notamment de l'Assemblée générale et toutes les autres parties prenantes, on va y revenir. Donc, aucune entité, si petite soit-elle, n'est dispensée de la tenue de la comptabilité. Vous voyez? Que ce soit les sociétés commerciales, et aujourd'hui nous parlons plus des entités à but non lucratif. Donc toutes ces entités-là sont censées tenir leur comptabilité, et c'est la loi. Et l'espace OHADA a donné donc les référentiels à appliquer par toutes ces entités à travers les partis États. Disons disons les pays membres. Alors, peut-être que vous allez poser la question d'aller plus en profondeur pour montrer quels sont les formats qui existent, n'est-ce pas? Parce que dans ces états financiers là-bas, il faut dire que dans les entités à but non lucratif, nous avons deux grandes catégories. Il y a d'abord les associations et les ordres professionnels, et de l'autre côté, nous avons les projets de développement. N'est-ce pas? Alors, pour les associations et les ordres professionnels, les états financiers à présenter par ces entités sont, entre autres, les bilans, les comptes des résultats, les tableaux de flux des trésoreries et les notes annexes. Alors, pour ce qui concerne les projets de développement, vous avez d'abord les tableaux, n'est-ce pas, des suivis budgétaires, les tableaux emploi-ressources. Vous avez les tableaux de réconciliation des trésoreries. Vous avez les bilans aussi, les comptes d'exploitation, n'est-ce pas? Parce que dans les associations, il y a un compte des résultats. Mais dans les projets, il y a les comptes d'exploitation, parce que les résultats sont censés être nuls. Ça, peut-être on y reviendra. Et nous avons aussi les notes annexes. Donc, si vous comprenez très bien, pour les associations professionnelles, il y en a 4. Et pour les projets, il y en a 6. Et dans tout cela,
Il faut distinguer le système normal du système minimal de trésorerie. Alors, monsieur le CG, un détail technique en ce qui concerne les projets de développement. Et ils doivent, moi-même, j'ai assisté dans ce débat avec vous-même, j'ai l'avantage, mon invité, c'est aussi mon professeur, sur le nombre des états financiers à déposer par rapport au projet. Combien d'états financiers par rapport au projet? Est-ce qu'il faut consolider ou bien il faut présenter autant des états financiers par projet? Je suis au niveau des projets de développement. Merci. Effectivement, cette question a été posée. Et dans notre idée, c'est plus de transparence, que chaque projet doit devoir présenter ses propres états financiers. Mais la question a été posée à la CNPC. Je vous ai dit, en tant que secrétaire général du CPCC, je suis moi-même membre de la commission de normalisation de la profession comptable. Mais la grande tendance... Au niveau de l'OHADA. Au niveau de l'OHADA. Il faut toujours préciser. Oui, justement. Oui. La recommandation, c'est encore, je dirais, informel. Hein. OK. La tendance était de laisser d'abord les entités, comme c'est le tout début, de pouvoir consolider. Oui. Oui. Le temps de s'habituer, d'avoir tous les outils nécessaires pour pouvoir présenter les projets selon les comptes individuels. OK. Ouais. Alors, qu'en est-il de la certification? Est-ce que c'est obligatoire pour toute entité ou il y a des minima, il y a des seuils pour la certification, étant donné que même en République démocratique du Congo, les états financiers pour être déposés, on exige maintenant la certification avec des experts comptables et agréés. Qu'en est-il de ces séminaires, des églises, des partis politiques? Ils sont obligés de certifier? Si oui, dans quelles conditions? Quels sont les seuils fixés? Oui, en fait, les seuils sont fixés pour devoir nommer un auditeur externe, un commissaire aux comptes, pour certifier, bien sûr. Les référentiels CCBNL donnent 3 conditions, disons 3 critères. Dès que l'entité satisfait à un seul de ces 3 critères là-bas, elle est dans l'obligation justement de nommer un commissaire aux comptes. La première condition ou le premier critère, c'est lorsque vous avez un total bilan supérieur à l'équivalent de 100 millions de francs CFA, ce qui équivaut à n'est-ce pas, 172 500 dollars américains. Ça, c'est le premier critère. Donc, le total bilan, là, on voit l'actif, tout ce qui est immobilisation, les stocks, les créances, disponibles, la trésorerie, tout ça. OK. Oui. Donc, dès que ça dépasse ces seuils-là, il y a cette obligation là-bas. Deuxième critère, c'est les critères des ressources. Les ressources, si ces ressources obtenues, par exemple, dans les financements, les cotisations des membres et toutes ces choses-là, si les ressources sont supérieures à l'équivalent de 200 millions de francs CFA, ce qui évaut ce chiffre-là donc à peu près, je dirais, 345 000 $. OK. N'est-ce pas? Dès que vous avez des ressources annuelles, hein, OK, annuelles. À ce montant-là, c'est celle-là. Et le troisième critère, c'est l'effectif. Si l'entité a un effectif permanent annuel de plus de 20 personnes. À des termes simples, des membres. Les membres. Voilà. Bon. Pas tellement membres. Pour la compréhension, oui. Parce que vous savez, vous pouvez avoir des membres. Oui. Ça va? Oui. Mais l'entité emploie des collaborateurs. Les gens qui sont rémunérés, même dans nos églises, il y a des gens qui ont des salaires, dans nos partis politiques, il y a des gens qui ont des salaires. Alors, il y a un effectif. Oui, c'est dans ce sens-là. Oui. Si ça atteint combien? 20 personnes. 20 personnes, vous êtes déjà éligible dans l'obligation de nommer un auditeur externe ou, si vous voulez, un commissaire aux comptes. Voilà donc les critères. Mais pour les autres entités qui ne remplissent pas ces critères là-bas, il n'y a pas obligation. Sauf que les référentiels prévoient que si 10%, n'est-ce pas, de fondateurs estiment que c'est nécessaire d'avoir un auditeur externe, ils peuvent demander ça au tribunal. Et le tribunal peut exiger, n'est-ce pas, la nomination d'un auditeur externe. Et il doit être choisi parmi les experts comptables inscrits au tableau de l'ONEC. Mesdames et messieurs, je préfère clarifier les choses pour rendre les choses très claires. Lorsque nous parlons des entités, j'aimerais citer un peu, donner des exemples, c'est-à-dire
les effectifs dont nous sommes en train de parler, les membres dans les entités, il s'agit des partis politiques. C'est de ça que nous sommes en train de parler, des ONG, des fondations, des ASBEL. Donc, tout ce que nous sommes en train de dire ici, c'est quoi? C'est l'obligation qui incombe à toutes ces entités que nous sommes en train de citer ici pour présenter les états financiers selon les normes que le secrétaire général, qui est le numéro 1 du Conseil permanent de la comptabilité, est en train de nous donner. Sinon, on risque de parler entité. Vous pensez qu'on parle de quelque chose qui est compliqué. Donc, il s'agit de vous, président des partis politiques, il faut prendre des dispositions. Fondateur des églises, il faut prendre des dispositions. Il y a des églises qui dépassent même les effectifs que nous sommes en train d'évoquer ici. Alors, monsieur le secrétaire général, j'aimerais savoir quand même, dans toutes les réformes, il y a toujours des périodes, des échéances. En ce qui concerne la présentation des états financiers, il y a quand même des délais, non? Alors, quelles sont les échéances fixées ou quelle est l'échéance fixée que les entités concernées doivent obligatoirement, parce qu'il s'agit de la loi, déposer les états financiers ici au CPCC? Et puis, quelles sont les sanctions pour ceux qui sont en défaillance, c'est-à-dire ils ne déposent pas ou qui n'étaient pas au courant? Mais bref, lorsque vous ne déposez pas, quelles sont les sanctions? Est-ce que le l'OHADA a prévu aussi les sanctions ou des lois internes ou bien c'est facultatif? Très bien. Selon les dispositions contenues d'abord dans la loi de 1981, ça c'était clairement dit que c'est au plus tard les 30 juin. Je parle au plus tard, oui. Je parle du Conseil permanent de la comptabilité au Congo, parce que vous savez, comme je l'ai dit précédemment, que nous organisons et nous faisons fonctionner la Centrale nationale des bilans. C'est comme ça que ces formations viennent au CPCC pour besoin de la centrale des bilans. Au niveau national. Oui, qui sont donc des statistiques comptables sur la situation des agents économiques. Alors, si nous nous référons à l'arrêté du ministre des Finances, son Excellence Doudou Fomba Ligotaï, l'arrêté de 2024 fixant les taux des taxes et des recouvrements, on le dit clairement que les entités qui sont en défaut des dépôts, ou si vous voulez les agents économiques, qui sont en dépôt des dépôts de leurs états financiers au Conseil permanent de la comptabilité au Congo, dans les délais, bien sûr, du 30 juin de l'exercice qui suit. C'est comme maintenant là, jusqu'au 30 juin de 2026, ces entités à but non lucratif sont censées avoir déposé au plus tard, le 30 juin, leurs états financiers au Conseil permanent de la comptabilité au Congo. Et ces dépôts-là est gratuit. Maintenant, celles qui ne déposent pas, justement, sont passibles des astreintes. De combien? De $100 par jour de retard. $100 par jour de retard. Et par exercice? Par exercice, bien sûr. C'est comme ça que nous avons fourni cet effort de sensibilisation, parce qu'il ne faudrait pas que les gens crient à la tracasserie, mais la loi reste. C'est la loi. Dura lex sed lex. Et même pour les églises, il faut rappeler que Jésus-Christ insistait sur le fait qu'on donne à César ce qui est à César. Donc, on n'est pas là pour entrer dans les finances ou je sais pas moi des entités. Non, c'est respecter les normes. C'est pour plus besoin de transparence. Et ce n'est pas seulement ici en République démocratique du Congo que ça se fait. Partout d'ailleurs, c'est beaucoup plus développé. Et vous verrez que les entités qui respectent, disons les pays qui respectent la comptabilité, ce sont ces pays-là qui sont aujourd'hui comptés parmi les pays développés, industrialisés. Parce qu'il de toute manière, on doit aussi justifier sa source de financement. Pour éviter, par exemple, de tomber dans le blanchiment des capitaux, etc. Donc, on a besoin justement de cette transparence-là. Ce n'est pas pour aller percevoir quoi que ce soit sur les revenus des dîmes et des offrandes, des choses comme ça. Non, ce n'est pas dans cet objectif-là. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. Nous sommes presque arrivés à la fin, mais on ne peut pas clôturer sans pour autant essayer de rappeler est-ce qu'il
Y a-t-il des publications, vous-même en tant que professeur d'université ou des universités, en la matière, peut-être il y a eu des pasteurs, des chefs des partis politiques qui n'étaient pas au courant, peut-être qui n'ont pas aussi le temps de venir et même suivre la formation, mais ils peuvent quand même s'enrichir dans la lecture. Est-ce qu'il y a des publications ici pour que les publics puissent quand même connaître? Effectivement, nous avons quand même publié pas mal d'ouvrages. Pour ne citer que des entités à but non lucratif, nous avons publié effectivement un ouvrage sur la comptabilité des entités à but non lucratif. Nous étions d'ailleurs parmi les premiers dans l'espace Ouala de publier cet ouvrage-là. C'est disponible ici ou oui, c'est disponible ici et ailleurs, notamment chez Saint-Paul, Mediaspol et ailleurs, les autres distributeurs. Les titres encore, c'est de l'ouvrage comptabilité des entités à but non lucratif. Et là-dedans, comment organiser cette comptabilité? Nous avons évoqué ça par chapitre. Lorsque vous êtes un parti politique, comment vous y prendre? Lorsque vous êtes une église, comment vous y prendre? Une fondation, comment les faire? Comment remplir ces imprimés, les états financiers? Donc nous sommes allés en donnant aussi des exercices pratiques, des exercices résolus. Et il faut avouer que c'est un ouvrage qui a été beaucoup apprécié par les professionnels. Nous avons publié, et puis il y a des collaborateurs aussi du CPCC qui publient aussi. Il y a notamment Tony Katombaï qui a publié aussi à propos. Donc voilà. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général, de nous avoir accordé de votre temps pour sensibiliser la population, sensibiliser les fondateurs des églises, des partis politiques. Moi, j'aime aller dans les détails. Au lieu de se limiter des entités à but non lucratif, peut-être ils peuvent suivre, ils ne savent pas qu'il s'agit d'eux. Donc, chers fondateurs, membres des églises, partis politiques, ONG, hors des professionnels. Donc, vous avez suivi ça sur le premier numéro en ce qui concerne vos obligations comptables vis-à-vis de l'État. Et vous devez prêcher par exemple. Et nous, les contribuables de Sontorouge, nous allons descendre sur le terrain pour essayer de prélever un peu la température. Et pourquoi pas publier aussi des statistiques pour encourager ceux qui se comportent bien. Mais, monsieur le secrétaire général, on ne peut pas se séparer sans pour autant lancer un mot parce qu'il s'agit d'une sensibilisation, un appel pour que les concernés puissent se rattraper. Je sais que peut-être pour la première fois, ils n'étaient pas au courant, bien que nul n'est censé ignorer la loi. Mais nous avons aussi la mission pédagogique de sensibiliser et de vulgariser. Un mot dans ce sens-là pour que ceux qui n'étaient pas au courant, qu'ils puissent aussi se rattraper. Et ceux qui doutent aussi puissent comprendre qu'il s'agit de la loi, et la loi est adoptée au niveau de l'espace OADA, et la RDC ne peut pas se déroger à la règle. Donc, un message à ces entités qui traînent encore les pas. Effectivement, comme vous l'avez dit, la RDC ne peut pas déroger à la règle. C'est comme ça que nous invitons, nous appelons les entités non lucratives. Et vous avez très bien fait de pouvoir les rappeler, les partis politiques, les ASBEL, les églises, les professions religieuses, les fondations, les ordres professionnels, n'est-ce pas? Peu importe leur taille. Parce qu'au fait, nous avons, comme je l'ai dit, la forme, le format normal et les SMT, le format réduit. Pour avoir une église du coin qui a à peine 100 membres, 200 membres, qui n'a pas assez de revenus, il y a aussi un format adapté. Alors c'est comme ça que même dans notre ouvrage, nous avons divulgué comment mettre en place cette comptabilité là-bas. Vous voyez, pour donner les outils nécessaires aux parties concernées. Donc, nous invitons ces entités-là, aujourd'hui, ils ont encore le temps, même celles qui n'ont pas déposé pour l'exercice passé, de les faire. C'est comme ça que nous avons même pris l'initiative d'écrire à toutes ces entités. Il y a celles qui ont déjà reçu notre correspondance, d'autres les recevons aussi, mais elles ne doivent pas attendre la correspondance. Maintenant, ils profitent de cette émission de pouvoir régulariser leur situation parce que d'ici là, on va entrer dans l'application de la loi. Et nous sommes un service taxataire. Et c'est la DGRA qui va collecter cette somme-là. Vous vous rendez compte, une entité qui a fait par exemple une année sans déposer ses états financiers, une année vous avez 365 000, multiplié par $100. C'est beaucoup d'argent. 36 500 $. Or, le dépôt, c'est gratuit. Gratuit.
Donc, nul n'est censé ignorer la loi, comme vous l'avez soulevé. Et c'est le but même de cette émission, c'est de sensibiliser, de conscientiser ceux qui traînent les pas à pouvoir régulariser leur situation. Mais les portes du CPCC restent ouvertes, j'espère, pour tous ces animateurs et consorts qui veulent venir prendre des informations. Et si ça dépendait que de nous, peut-être il faut peut-être dans les exercices qui viennent organiser des journées portes ouvertes où les églises, là, les fondations viendront poser des questions, tout ça. Et puis, effectivement, on avait déjà organisé par 2 fois même, déjà, et sans compter les formations organisées. Certaines églises étaient là, et d'autres, certains partis politiques aussi, et fondations, etc. Il y a quand même certaines entités qui sont en règle. Merci beaucoup, M. le CG. Un dernier mot pour le magazine Le Contribuable s'interroge. En 1 minute, vos impressions par rapport à notre magazine. Oui, en tout cas, il faut dire que vous faites un travail très visible et professionnel. Donc, nous sommes parmi les consommateurs de vos services et nous vous en félicitons très sincèrement. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, c'était un réel plaisir pour nous et pour moi-même personnellement de vous présenter le numéro qui aborde dans un premier temps, ça c'était à titre une introduction, le système comptable applicable aux entités à but non lucratif. Mais nous, comme j'ai dit tantôt dans l'émission, on va vous montrer dans les détails. Parce que c'est une émission pédagogique, nous allons aussi récolter vos préoccupations, vos difficultés, nous allons les remonter au niveau du Conseil permanent de la comptabilité dans le but de voir chaque entité respecter la loi. C'est comme ça que nous allons faire évoluer notre pays en respectant les normes. Pour le reste, restez tout simplement fidèles dans votre magazine de sensibilisation au civisme fiscal et de la pédagogie comptable. Nous allons nous retrouver prochainement avec un nouveau numéro, les contribuables s'interroge, le peuple s'interroge. À la prochaine.